bienvenue à cet atelier, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Il est intitulé Collectivité, quelles sont les solutions choisies pour financer vos projets industriels. Et effectivement, en France, on a des idées, on a des projets, on a des financements. Encore faut-il trouver le bon partenaire, les bonnes modalités pour mettre en œuvre ces projets. On va en parler de ce que fait notamment la Banque des Territoires et ce qu'elle a comme proposition, comme solution de financement en prêt ou en investissement à travers deux cas pratiques. Et on va voir finalement que la Banque des Territoires est capable de faire du sur-mesure. Pour en parler, je suis avec Catherine Domaz, chef de projet stratégie industrielle, chef de projet territoire d'innovation à la métropole de Lyon. Catherine Domaz, bonjour. Bonjour. Merci d'être venue de Lyon jusqu'à nous. Et dans un instant, je me retournerai vers Estelle Lecarme qui, d'un pas sportif et avec son beau t-shirt coq sportif, nous vient de la direction financière de cette société qui a des projets de développement industriel dans l'Aube, c'est à l'est de la France. Et c'est vraiment exemplaire. Alors, on commence par Lyon, grande capitale, effectivement, où on sait qu'il y a des grandes sociétés qui sont installées là-bas, notamment dans la pharmacie. Mais alors, ce lien entre la métropole de Lyon et l'industrie, il n'a pas toujours été aussi fort que maintenant. Vous avez décidé de renforcer ce lien, de rendre des projets possibles. Comment est venue cette volonté d'inscrire davantage l'industrie ou de l'aider dans votre région et dans votre ville ? Alors, la métropole de Lyon, c'est une métropole industrielle qui comporte à peu près 2900 sites industriels, 75 000 emplois, avec une particularité forte qui est que nous avons un territoire multifilière par rapport à d'autres villes très connues comme Toulouse autour de l'aéronautique ou d'autres. Nous avons, ou Belfort autour de l'automobile par exemple, nous avons vraiment toutes les filières représentées sur le territoire. On a eu une politique d'attractivité extrêmement forte jusqu'en 2018 autour des actions tertiaires. Et en 2018, il y a eu un rebond industriel sur le territoire avec, pour la première fois depuis 10 ans, un regain en termes d'emploi industriel. Et les élus à l'époque se sont dit on a des choses à faire sur l'industrie, on n'a pas suffisamment investi le champ productif sur le territoire ces dernières années. Et donc, on a commencé à travailler une stratégie industrielle de la métropole. Avec une particularité forte, c'est que la métropole de Lyon a des compétences élargies. C'est une métropole unique en France. Au-delà de l'action économique, puisque moi je travaille à la direction de l'action et de la transition économique, nous avons également la compétence de l'emploi et de l'insertion, la compétence des collèges, bien évidemment la compétence urbaine, qui fait que nous avons pu déployer une stratégie industrielle assez étayée, assez large, autour de ces champs divers de politique publique. Alors c'est vrai que vous avez adressé ces questions de recrutement, mais est-ce que la compétence du foncier, c'est un levier extrêmement important pour apporter l'aide et travailler avec la Banque des Territoires sur un projet qui se concrétise ? Alors effectivement, sur le plan économique, la première compétence de la métropole, c'est se construit autour de nos compétences foncières. Et une fois de plus, nos élus, en 2018, ont acté de conserver, dans le cadre du plan local d'urbanisme, des espaces productifs. Donc sur 6 800 hectares, on a sanctuarisé 1 800 hectares de productifs sur un zonage qui s'appelle UEI1 pour les non-initiés. Moi, je ne l'étais pas avant d'arriver à la métropole. Mais voilà, c'est une codification très particulière qui nous permet de garder ces espaces pour du productif. Et c'est un acte politique très fort aujourd'hui, puisque nous avons peu de foncier aujourd'hui disponible sur la métropole. C'est difficile de se battre face aux assauts. Tout à fait, parce que du coup, on ne valorise pas de la même manière des espaces productifs que des espaces tertiaires ou des espaces dédiés au logement. Et puis aujourd'hui, on ne le cache pas, il y a aujourd'hui des enjeux forts aussi autour de l'agriculture. Donc il peut y avoir des tensions en termes de politique publique, mais aussi en termes de valorisation et de promotion foncière. Donc ça, c'est un premier acte qui est assez fort et qui nous permet d'accompagner les entreprises sur le territoire, mais elles viennent aussi nous chercher sur la question de l'emploi, sur la question du lien avec les collèges, sur la question bien évidemment de la transition écologique et environnementale, parce qu'on a un exécutif aujourd'hui qui porte fortement ces sujets-là. Donc voilà, on a toute une palette de dispositifs à leur disposition pour les accompagner. Alors, c'est déjà exemplaire, on va cerner les contours de votre projet et on va
comprendre comme quoi il est d'envergure. Ce qui est également original, c'est que ça ne vous suffisait pas d'y travailler toute seule. Vous avez fait cause commune avec Lyon et avec Saint-Étienne. Et quand on sait que d'un point de vue politique, tout le monde n'est pas nécessairement aligné, c'est déjà une gageure. Vous pouvez nous raconter comment c'est venu et l'intérêt de cette alliance? Alors effectivement, on a une alliance forte avec Saint-Étienne Métropole. Les couleurs politiques de ces deux métropoles sont complètement différentes. Néanmoins, on a un bassin industriel commun. Donc ça, toujours partir quand même du besoin du territoire. Et ça, les élus l'ont compris très rapidement. On avait un accord cadre avec cette collectivité qui existait avant 2018. Mais en 2018, il y a eu donc la publication de cet appel à projet opéré aujourd'hui par la Banque des Territoires qui s'appelle Territoire d'innovation. Et on a eu l'opportunité d'accélérer cette collaboration, cette alliance territoriale à cette occasion-là. Et on a coporté un programme dédié à l'industrie en 2018, ce qui nous a permis vraiment de monter ensemble un certain nombre de projets. Et ce territoire, une fois de plus, fait vraiment sens parce qu'on a tout un couloir entre Lyon et Saint-Étienne qui s'appelle Rive de Gier, qui a un bassin commun en termes d'emploi, en termes de bassin de vie. C'est tout à fait cohérent. Quand l'appel à candidature territoire d'innovation est sorti, déposer un projet commun, ça n'a pas été trop d'obstacles à relever, pas trop difficile? Alors, c'était porté par nos élus, donc ça c'est un premier jalon important dans la vie d'un projet. Donc ça, et opérationnellement, techniquement, on se connaissait quand même assez bien. Une fois de plus, on a quand même des entreprises, on a un bassin industriel commun et il y avait une volonté, il y avait un alignement à toutes les échelles et les industriels étaient tout à fait favorables à cette approche. Je peux vous demander de décrire un petit peu le projet, parce que c'est pas tout d'avoir un projet industriel qui soit amplificateur, accélérateur de la stratégie. Là, il a une fonction vraiment importante sur le long terme. Alors, ce qui a permis Territoire d'innovation, on y reviendra peut-être, mais c'est vraiment catalyseur et accélérateur de nos envies industrielles. Et notre projet s'appelle l'industrie reconnectée à son territoire et à ses habitants. Puisque, une fois de plus, la chose industrielle n'est pas forcément toujours portée. Et donc, au-delà de ce portage politique, l'ambition était aussi cette reconnexion avec le territoire pour que finalement ces activités productives s'inscrivent mieux dans les enjeux de transition du territoire et se fassent en lien avec l'habitant, notamment, mais pas que, autour de l'attractivité des métiers industriels, qui faisait l'objet d'une séquence tout à l'heure, avec une forte volonté de redonner à voir ce qu'est l'activité industrielle sur le territoire, ce qu'elle a été, ce qu'elle est aujourd'hui et ce qu'elle va devenir face aux enjeux de transition. C'est important quand on est comme vous en charge de promouvoir, de développer le tissu économique, qu'il y ait des catégories d'entreprises, des profils différents, pas seulement des grandes blue chips, des grandes sociétés, des PME, des startups. Là, il y a un focus dans vos projets, notamment dans celui-là. Alors, les besoins des industriels sont sensiblement différents en fonction de leur taille, tout de même. On est bien évidemment dans le parcours des startups, il y a des parcours immobiliers qui sont adaptés en fonction de leur niveau de maturité. Pour ce qu'on appelle les grands comptes ou les comptes clés, on les accompagne surtout sur des enjeux de mutation. Et bien évidemment, certaines entreprises sont plus secouées que d'autres par la crise et par les enjeux de transition avec des enjeux de mutation très différents. Et on essaye de les accompagner et de cibler notre accompagnement en fonction de leurs besoins. Et est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cet accompagnement de la Banque des Territoires? Parce que votre projet est d'envergure, vaste. Voilà, il fallait vraiment le comprendre et qu'ils s'en saisissent. Comment ça s'est passé? Alors, l'accompagnement de la Banque des Territoires, c'est un accompagnement financier. On a la chance d'avoir eu des subventions importantes de 6 millions d'euros pour accélérer un certain nombre de projets portés par la métropole et ses partenaires. On a également une réserve d'investissement qui nous permet de porter des dispositifs très structurants pour le territoire. Et ça a fait levier sur nos propres financements. On a aujourd'hui, en termes de programmation pluriannuelle d'investissement, beaucoup d'investissements sur l'industrie et également du soutien au fonctionnement sur le territoire. Et par ailleurs, ce qu'on trouve avec la Banque des Territoires, c'est du suivi, du monitoring de notre action et un appui à la coordination globale qui est quand même très intéressant, c'est très structurant. On a également pu avoir un certain nombre de crédits d'ingénierie, ce qui quand même nous permet aussi, quand on a des dispositifs
dont on va sans doute parler, le fonds d'amorçage industriel métropolitain, qui sont à cheval entre le public privé. On n'a pas le flacon comme ça idéal. Il faut aller innover aussi dans ce type de montage. Et ce programme nous a permis d'innover dans nos dispositifs. Et ça nous oblige aussi à faire du monitoring, de l'évaluation sur nos programmes, de voir l'impact, ce qui est très structurant pour l'action publique. Oui, j'aimerais comprendre dans quelle mesure la Banque du Territoire, on peut dire qu'elle a fait du sur-mesure. Parce que je peux imaginer qu'il y a un projet, il y a une idée qui vient, puis un autre besoin. C'est incrémental comme ça. Et ils réussissent à répondre à toutes ces attentes. Alors, le territoire d'innovation, ce sont des financements de l'État opérés par la Banque des Territoires et ils se sont dotés d'une équipe. Je regarde Marie qui est là, parce qu'elle dirige l'équipe territoire d'innovation. Et bien évidemment qu'il a fallu faire du sur-mesure pour pouvoir répondre à toutes les attentes du territoire, parce qu'on est 24 lauréats. 24 lauréats avec des collectivités très diverses, sur des thématiques très diverses. Nous sommes 4 à porter des questions industrielles, mais voilà, les autres portent tout un tas de thématiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se retrouver régulièrement, échanger, faire ce qu'on appelle du benchmark, se nourrir les uns des autres, et ça, c'est quand même à forte valeur ajoutée aussi. Et puis au cœur du dispositif, un fonds d'amorçage. Alors, c'est pas la première fois qu'il y a des fonds d'amorçage industriels. Celui-là est assez unique. Qu'est-ce que vous voyez de caractéristiques ? Alors, dans le cadre de notre programme Territoire d'innovation, on a 18 sous-projets. Un de ces projets est assez structurant. C'est un fonds d'amorçage industriel métropolitain. C'est la première fois que 2 métropoles, pour ceux qui connaissent un peu les compétences des collectivités, montaient à ce tel fonds. Puisque, en fait, formellement, ce sont les régions qui ont la compétence économique. Il a fallu demander l'autorisation à la région pour, par exemple, monter ce fonds. Donc ça, c'est la première innovation. Il a fallu trouver le bon véhicule juridique, trouver le modèle économique. La deuxième nouveauté, c'est qu'on a créé un fonds pour aller sur l'amorçage industriel. L'amorçage industriel, c'est une période dans la vie d'une entreprise qui est très spécifique, où elle commence à produire, mais elle n'est pas sur une production massive. Je regarde le coq sportif parce que je pense qu'ils ont vécu cette phase-là qui peut être très délicate puisqu'il faut de nombreux investissements et qu'on n'est pas forcément rentable tout de suite. Voilà, donc on a voulu combler ce vide qui s'appelle la vallée de la mort dans les théories économiques. Et donc on tente, même si le fonds est loin d'être suffisant, aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup plus de demandes que de possibilités. Mais voilà, on a créé cet outil qui a été fortement attendu par le territoire. Les industries visées, par exemple, vous pouvez nous détailler un petit peu ça ? Alors, ce sont des jeunes entreprises qui sont industrielles, qui répondent à un enjeu d'impact territorial. Et pour exemple, ce fonds vient d'investir, il est opéré par Demeter, dans 2 entreprises, Elchep et Revco. Elchep est une entreprise qui fait des prothèses mammaires régénératives et Revco est une entreprise qui innove dans la captation de CO2 industriel. Donc c'est pas n'importe quel secteur, hein, c'est plutôt des missions à impact social. Exactement, c'est un fonds à impact. Donc ce fonds est critériser, objectivé aussi sur l'impact territorial, ce qui est une démarche là aussi innovante. Ces startups, elles sont prometteuses d'emploi. Ça aussi, c'est le critère majeur, j'imagine. C'est un des critères. L'emploi est un des critères. C'est avant tout le déploiement d'unités de production sur le territoire. Voilà, donc on n'est pas sur du financement de services à l'industrie. Et si les unités de production ne sont pas sur le territoire, par exemple à l'étranger, alors le projet n'est pas éligible au fond. J'imagine qu'il doit y avoir beaucoup de candidats pour être éligible au fond. Là, c'est pas facile à arbitrer là. Tout à fait. Vous avez combien de demandes? Je sais pas si vous les listez encore. On a aujourd'hui on a eu plus de 300 dossiers et on a 2 élus. À la fin de l'année, on en aura 5. Très bien. Et ben, les lauréats. C'est un fonds doté de 40 millions d'euros aujourd'hui, 80 millions d'euros d'ici la fin de l'année. Donc là, on en est où du projet? Voilà, il y a un calendrier là, qui avance. On en est où? On est sur un bilan à mi-parcours qui est extrêmement satisfaisant et on est en train il y a un certain nombre d'actions qui vont clore et puis on est en train de chercher des nouveaux projets au travers d'une cellule de sourcing. Donc progressivement, on va pouvoir aussi diversifier notre portefeuille d'actions porté par la métropole de Lyon et ses partenaires, toujours au service du territoire. Donc on est en phase d'identification de nouveaux projets.
Très bien. Donc à terme, combien d'emplois on peut quantifier, on peut s'attendre? C'est difficile de répondre à ça. C'est très difficile de répondre à ça. En plus, actuellement, on est quand même dans des périodes extrêmement mouvantes, donc c'est pas évident de répondre à cette question. Moi, je ne m'y risquerai pas. Néanmoins, voilà, ce dont il faut se souvenir, c'est une vraie dynamique territoriale, très portée politiquement par l'ensemble des élus. Et une question quand même autour du foncier, ça fait là aussi écho avec l'intervention précédente. Voilà, comment se régénérer du foncier productif sur le territoire et pouvoir accueillir toutes ces activités productives. Merci beaucoup, Catherine Domain. Vraiment un projet exemplaire. C'est loin d'être fini, mais il n'y a que beaucoup de vertus. Tout ça avec une dimension sociale à impact. Vous restez avec nous pour comprendre également qu'il y a des projets industriels. Il y en a pour les start-up et vous avez cité 2 exemples notamment. Mais il y en a pour des sociétés un petit peu plus grandes. Là, je me tourne vers le coq sportif. On ne s'en rend pas compte parce que la marque sonne internationale. Elle joue dans la cour des grands face à des géants, des poids lourds américains. Une société bien française et aujourd'hui une ETI. Nous sommes avec Estelle Lecarme, la directrice administrative et financière du coq sportif. Estelle Lecarme, bienvenue donc. Merci d'être avec nous. Et effectivement, vous, on peut dire que le coq sportif, c'est international, parce que quand on a regardé le Tour de France, le vainqueur, vous êtes dessus. Je ne sais plus son nom, un petit peu difficile à prononcer, mais le maillot jaune, je crois que c'est vous. Quand on regarde l'équipe d'Argentine, l'équipe d'Italie, c'était encore fait par vous, donc vous êtes complètement international, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait une envie chez vous vraiment de s'ancrer dans le territoire français. C'est comme ça qu'on peut parler de votre projet? C'est exactement comme ça qu'on peut résumer. Alors effectivement, on est une marque visible au niveau international. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en termes de taille, on est vraiment une ETI, comme vous l'avez rappelé. 150 millions de chiffre d'affaires, ce qui reste quand même assez... tout petit par rapport à nos concurrents que je ne citerai pas. Mais effectivement, en fait, c'est une marque qui a une spécificité. Elle a 140 ans. Il y a un petit souci de micro, je crois. Non, ça va. C'est bon ? Excusez-moi. C'est une marque qui a été créée en 1882. Donc pour une marque textile, c'est très très ancien. Je vous entends plus, allez-y. Oui, c'est très ancien et donc fort de ces 140 années d'histoire, on a des racines très très fortes et c'est ce que l'on veut absolument valoriser. Alors, le projet dont il s'agit, vous aviez déjà des bâtiments. Il s'agit de donner un nouveau souffle et là, ce qui s'annonce, c'est même audacieux d'un point de vue architectural, je crois. Complètement. Alors en fait, là, on parle d'un projet de 8 millions d'euros qui porte sur la réhabilitation d'une friche industrielle située à Romilly-sur-Seine. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 60, ce site regroupait une soixantaine d'ouvrières qui produisaient pour le coq sportif et c'était l'un des 4 sites utilisés par les propriétaires de la marque à l'époque. Et puis ensuite, l'histoire a changé un peu puisque la marque a été rachetée par Adidas. Et on l'a récupéré donc depuis 2005 avec la volonté de renouer avec ce passé glorieux, avec ses racines et cet ADN très fort. Et donc tout naturellement s'est imposé le fait qu'il fallait qu'on revienne se remettre sur scène. Donc en 2010... Vous le dites très modestement, mais je le rajoute, une société française qui a été rachetée par un grand Adidas, qui n'a pas réussi à le développer. Et depuis que effectivement une équipe française est aux manettes, l'expansion est absolument remarquable. Oui, quand même, je le dis parce que oui, vous faites bien. C'est fort dans un secteur très concurrentiel au niveau mondial. Je vous laisse poursuivre. Et donc à l'origine, c'est la ville de Romilly-sur-Seine qui nous a proposé de louer des bâtiments, les bâtiments de l'ancienne usine, pour créer un centre de développement. Donc en 2010, une quinzaine de personnes ont été regroupées pour créer ce centre de développement. 2 ans plus tard, fort du succès de ces premiers mois, nous sommes allés vers 60 personnes sur le site et donc la mairie a fait des travaux, a agrandi le site et donc nous avions déjà un vrai atelier de production de 60 personnes.
Et on s'est dit qu'il fallait surtout pas qu'on s'arrête là. Donc on a créé une structure qui s'appelle Sport Immobilier, qui a été créée en 2014 et qui a pour objectif de racheter le foncier autour de cette usine. Donc, il y a du potentiel. Donc il y avait du potentiel, exactement. Dont la première chose qui a été acquise, donc directement par Sport Immobilier, donc notre filiale, c'est la friche industrielle qui est en cours de réhabilitation. Là aussi, on voit qu'il y a des métropoles extrêmement actives. Vous avez bien aidé des collectivités. Je veux dire, quand on a une belle marque, une belle société qui veut se développer pour créer de l'emploi, j'espère que vous n'êtes pas tout seul. Non, tout à fait. Donc la ville nous a beaucoup aidés. Ensuite, il a fallu se heurter à comment financer un projet de 8 millions. C'est quand même quelque chose qui n'est pas évident pour une TI de notre taille. Et là, on a eu la chance de rencontrer donc, la Banque des Territoires qui nous a, non seulement qui a été très active dans le financement, puisqu'on a bénéficié d'un prêt de 2 650 000 pour ce projet, mais qui nous a surtout, enfin aussi, aidé à s'y retrouver dans tous les dispositifs qui existaient au niveau des aides, au niveau de quels étaient les interlocuteurs qui pouvaient nous aider et qui a vraiment été le catalyseur de ce projet pour trouver le financement et réussir à boucler tous nos besoins. Ça peut être ça la problématique, c'est-à-dire une société a des projets, il y a plein de financements, il y a des fonds européens, des subventions, mais arriver à concentrer et savoir sur quel bouton appuyer, il faut des spécialistes. Il faut des spécialistes, exactement, surtout quand c'est très très éloigné de notre cœur de métier. Et là, en l'occurrence, c'est très très éloigné. Et effectivement, ça nous a fait gagner beaucoup de temps et surtout, on a réussi à monter le dossier assez rapidement et efficacement en ayant tout le financement nécessaire. Alors, quelle est la destination de ce prêt, plus précisément? On peut racheter les murs, il y a plein de modalités. Alors, on avait déjà racheté la friche. Le projet consiste à utiliser un petit peu de façon imagée. On veut vraiment avoir nos racines à Romilly, donc on ne touche surtout pas aux murs qui sont en bas. Sur une surface de 1000 m². En revanche, on érige 2 niveaux supplémentaires avec tout en verre et en alu. Donc en fait, on a tendance à dire on veut s'ancrer dans les murs, dans nos racines de l'histoire de la marque, mais on projette la marque dans le futur avec ce bâtiment qui est très moderne et qui est très respectueux aussi de tout ce qui est environnement. Donc on va installer un toit solaire, on a un système de réfrigération de l'air à l'intérieur pour limiter les dépenses énergétiques. Voilà. Donc les 8 millions portent sur la réhabilitation et la transformation de cette friche industrielle. Alors, vous en parlez parfaitement bien, mais il y en a un autre qui en parle bien, c'est le directeur du groupe. Je vous propose de l'écouter dans une magnifique vidéo, un film qui retrace le projet et l'inscrit dans la stratégie. Le coq sportif est né grâce à M. Camuset, un passionné de sport et qui décide dans le bar familial de faire venir du tissu élastique de Bonnetree qui venait d'Angleterre, de les transformer en produits finis et de les vendre à ses amis. La marque grandissant dans les années 30, il décide de prendre un deuxième bâtiment. Malheureusement, la Seconde Guerre mondiale arrivant, les Allemands décident que ce symbole à abattre qui est la marque des tricolores, ils décident donc de faire fermer l'activité du coq sportif qui redémarrera donc en 1948 et verra la naissance de ce logo dans un triangle avec le coq assis sur un soleil. La marque explose grâce au team sport et à l'équipement des plus grands événements comme le Tour de France, comme Saint-Étienne, le 15 de France, les équipes nationales italiennes, argentines, qui gagnent d'ailleurs les Coupes du Monde avec notre marque. Et donc ils décident de prendre un troisième site et ils trouvent le lieu où on se trouve aujourd'hui. Dans les années 60, un peu plus de 300 ouvrières s'affairent ici à confectionner le survêtement légendaire du coq sportif et de pouvoir équiper à la fois les équipes amateurs, tout comme les plus grandes équipes et les plus grands événements du sport français. Les autres grandes familles du sport ont commencé à délocaliser. Adidas décide de racheter la marque et donc exploite encore un petit peu la marque avant petit à petit de la faire disparaître. Et depuis 2005, il est décidé de repositionner la marque dans ses valeurs d'antan pour réconcilier la marque avec son glorieux passé et permettre finalement aux nouvelles équipes de reconquérir le savoir-faire et de faire perdurer l'histoire qui a démarré maintenant il y a bientôt 140 ans au même endroit. En septembre 2010, le coq sportif embauche une quinzaine de personnes en modélisme, en méthode, en prototypage pour relancer le savoir-faire de la marque.
Très rapidement, en 2011, il est décidé de rajouter un atelier de production où une quarantaine de personnes arrivent pour produire, dans un premier temps, les produits légendaires pour le foot avec Saint-Étienne, pour le cyclisme avec le maillot jaune du Tour de France et pour le rugby avec le maillot des Bleus du 15 de France. Grâce à la signature du contrat avec Paris 2024, l'idée est de construire un nouveau bâtiment. Ce nouveau bâtiment dont on parle est un bâtiment d'une construction d'1 million d'euros. La construction démarre en septembre 2021 pour être terminée en décembre 2022. C'est un bâtiment de 3000 m², ultra moderne et qui va respecter l'ADN du site puisque c'est un bâtiment en verre qui va sortir de l'intérieur des fondations actuelles tout en gardant les pierres de l'époque. Ce bâtiment ressemblera à une bonneterie puisqu'il y aura un toit en shed. Et pour permettre d'être extrêmement RSE, il a été décidé de faire un toit solaire qui alimentera en énergie, permettra de climatiser puisqu'il est en verre et donc de chauffer sans avoir d'apport énergétique autre que sa production naturelle. Grâce à ce développement incroyable, avec notamment la Coupe du Monde 2023 de rugby qui va se passer en France, les Jeux Olympiques qui vont avoir lieu à Paris en 2024, l'ensemble de l'équipe va pouvoir travailler pour former des nouveaux collaborateurs. On va donc accueillir très rapidement dans une école de formation qu'on est en train de monter, dans un domaine extrêmement motivant puisque équiper des équipes nationales, produire des maillots pour des champions et vibrer avec eux au travers de leurs exploits, c'est vraiment génial. Si on avait un mot à dire, c'est vive le sport, vive le coq sportif, vive la France. Voilà. Ça vous a déjà donné une vision du bâtiment de Romilly-sur-Seine qui est situé vraiment dans le centre-ville et qui permet de réindustrialiser, de revitaliser le centre-ville. Je rappelle que Romilly-sur-Seine est lauréate du programme Petite Ville de demain. Donc ça c'est un point important et donc Romilly, une petite ville, vous savez le nombre 15 000 à peu près. Je voulais pas vous piéger. Oh, mais... Non mais non, 15 000. Ouais. Donc c'est formidable parce que à la fois il y a des grands acteurs, voilà, la Banque des Territoires, le coq sportif, et on voit qu'ils savent s'adapter. Vous pouvez travailler sur un projet qui remet la lingerie, le textile, la bonneterie au goût du jour. Vous n'avez pas peur des défis, vous, hein? D'autant plus qu'on privilégie deux choses vraiment par rapport à notre ADN. D'une part, la proximité. Donc c'est d'où la raison de ce projet, de refaire travailler... le survêtement légendaire du coq sportif. C'est moi, il fait comme il veut. Bon, voilà, c'est fini. Donc de faire travailler, en fait, tous nos produits textiles on achète le fil, bien évidemment, qui ne pousse pas autour de Troyes, le fil de coton. En revanche, tout est tricoté à Troyes, teint à Troyes. Et ensuite, pour la confection, c'est entre la France, le Portugal et le Maroc. Mais c'est à moins de 2500 km de notre usine de Troyes. La clientèle est sensible à cet argument, voilà, Made in France, plus maintenant. On essaye de faire passer le message, mais sans faire du matraquage et sans trop en parler, que ça infuse tranquillement et que voilà, je pense que c'est le meilleur moyen, plutôt que de le marteler, que petit à petit les clients en aient conscience et que ça se propage. On voit, elle gagne à être connue, cette société, parce que encore une fois, c'est les articles de sport, au sens large, il y a des concurrents mondiaux, ils ne vous font pas de cadeaux, mais vous êtes situé plutôt dans le haut de gamme, c'est ça? Oui, on peut dire quelques mots de cette marque parce que vous avez un magnifique t-shirt que vous pouvez déceler, vous faites mannequin aussi, tous les articles de sport, tous les textiles ne sont pas les mêmes. Non, et on est en termes de qualité, on est une marque qu'on pourrait qualifier de premium parce qu'on a vraiment un niveau de qualité vraiment élevé. En revanche, on veut vraiment rester une marque populaire, on veut habiller tout le monde, tous les âges, toutes les CSP et on veut vraiment toucher tous ceux qui aiment le sport. Donc c'est vraiment transversal. Donc la Banque des Territoires, bientôt, tout le monde habillé en coq sportif. Tout à fait, j'espère bien, si ce n'est déjà fait. Donc, vous avez bien fait, Catherine Domas, de faire alliance avec Saint-Étienne, comme ça qu'on parle de l'équipe de sport de Lyon ou Saint-Étienne, vous gagnez à tous les coups. Hein. Ça dépend des périodes. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire là où ça en est de votre projet? Le projet donc, a bien avancé, il a démarré il y a 1 an et nous allons s'installer dans le bâtiment à partir du 1er mars.
Et ce bâtiment permettra 3 choses. La destination, c'est principalement 3 choses. D'une part, en faire le siège international de la marque, donc regrouper tous les services à Romilly-sur-Seine, en tout cas le plus possible. Deuxième aspect, comme vous le savez ou pas, mais nous sommes l'équipementier de Paris 24, hein, donc on va équiper les Jeux Olympiques en 2024. Et notre souhait est d'agrandir notre atelier de production pour que toutes les tenues qui seront portées sur le podium par nos athlètes français sortent de notre usine. Et une partie des équipements aussi plus techniques. Quand on en parle, ça a l'air simple, voilà, des financements, une société qui a des projets, un acteur financier qui est expert. Mais comment a-t-il été accueilli le projet dans la région? Je crois qu'il a fait une conciliation. Bien sûr, si vous créez des emplois, je pense qu'on attend ça avec impatience. Voilà, mais la contrainte territoriale, comment ça joue sur des projets comme ça? On a été bien soutenus. On a été très très bien soutenus, tant par la région, bon, par la mairie hein, de Romilly, j'en ai parlé tout à l'heure. Par la région et avec les habitants, ça c'est bien sûr, puisqu'on redynamise le centre-ville et on revalorise leur ville. Donc, et le dernier aspect dont je n'ai pas encore parlé, c'est qu'on profite de ces mètres carrés supplémentaires pour créer un CFA. Donc, qui a commencé il y a 1 an avec une promotion de 10 personnes. Là, on recrute la deuxième promotion avec 20 personnes. L'année prochaine, on vise 50 personnes. Quel type de profil, là, c'est pour travailler Totalement inclusif. Tous les âges, quel que soit le parcours. Souvent, ce sont des personnes qui sont sorties un peu du système scolaire. Et on demande juste une chose, c'est la motivation. C'est un engagement sur 2 ans. Parce que le programme pour obtenir le CAP dure 2 ans. Il n'y a que la motivation qui nous intéresse. Et ensuite, l'idée est de recruter ces personnes dans nos ateliers ou chez nos sous-traitants pour recréer ce type de métier qui a beaucoup baissé sur ces dernières décennies et que l'on souhaite voir réaugmenter de nouveau. Donc c'est incroyable parce que on pensait que le textile avait été complètement submergé par la concurrence asiatique. Mais finalement, même sur le textile, c'est là où vous avez repris toute votre place. Et c'est possible en s'ancrant régionalement. Oui, tout à fait. On a repris notre place aujourd'hui. Parce que qu'est-ce que ça représente? C'est intéressant. On pense coq sportif pour ma part. Je pense chaussures, mais oui, en réalité, on était majoritairement en chaussures jusqu'à il y a 4-5 ans. Et aujourd'hui, on réalise 2 tiers de notre chiffre d'affaires avec le textile. Grâce à cette industrie bien huilée, grâce à tous les sous-traitants, tous nos partenaires industriels qui sont dans la région de l'Aube et qui nous permet d'être en circuit court. Donc dans le textile, c'est quelque chose qui n'a pas de prix puisqu'on produit les produits. Voilà, ça va beaucoup plus vite et on produit ce dont on a besoin pour vendre. Donc au niveau industriel, on est très très fin. Donc vous pouvez transformer des friches en pépites du patrimoine régional et industriel. Oui, tout à fait. Mais on va peut-être s'arrêter là parce que c'est quand même pas notre cœur de métier. Eh bien, je ne sais pas si la salle a quelques questions ou si mesdames voulaient rajouter quelque chose, mais ce sont des magnifiques projets très différents, mais qui vont marquer à la fois le territoire et puis l'histoire des métropoles, de la métropole de Lyon et de Romilly, voire de l'Aube, tout simplement, même au-delà. Et est-ce que ceux qui nous ont écoutés, est-ce qu'éventuellement vous avez des questions? Voilà, c'est vrai qu'on a des invités tellement limpides, c'est difficile d'aller plus loin. Vous connaissiez ce type de... Ah pardon, vous n'avez plus de micro, c'est vrai. Ce type de projet, c'est-à-dire là vous avez été très très actrice, si je veux dire motrice à la métropole, mais vous avez des sociétés qui viennent comme ça avec un projet tout fait et qui ont besoin qu'on les prenne par la main. Comme je l'évoquais tout à l'heure, le territoire métropolitain est plutôt multifilière. Néanmoins, on a des filières prioritaires à enjeu de réindustrialisation dont font partie le textile. Donc, nous avons d'ailleurs une chef de projet filière textile. Vous ne rêvez pas que Coq Sportif s'installe? Eh bien si, c'est ce que j'étais en train de me dire, figurez-vous. En tout cas, c'est vrai qu'on aura sans doute à échanger puisqu'on essaye modestement, puisqu'on est dans notre rôle de politique publique, mais tout de même de permettre aux entreprises du territoire de reproduire à Lyon. Et y compris le textile qui ne représente aujourd'hui, pour vous donner une idée, que 500 emplois sur le territoire. C'est très très... Voilà, on est loin des grandes filières et on a des enjeux autour de la production, mais bien évidemment autour des fournisseurs et de la distribution. Voilà.
toute la chaîne de valeur que nous essayons de reconstruire et notamment, je ne sais pas, c'est une question qu'on pourra évoquer ensemble au déjeuner, c'est le côté économie circulaire également qui est assez porté par nos élus et sur lequel nous travaillons énormément en ce moment, voilà, pour faire face à la raréfaction des ressources en particulier. Alors, quand on vous écoute, mesdames, on a l'impression d'une aisance, d'une facilité. Tiens, il y a un projet, on a des bons partenaires. Je ne peux pas le croire. Il y a des difficultés d'exécution, il y a des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Est-ce que, non pas pour vous embarrasser, mais pour mieux comprendre comment ça se déroule et puis finalement les prouesses que vous faites au quotidien, vous pouvez nous raconter peut-être ce qui a été le plus difficile. C'est-à-dire peut-être quand on va chercher des énergies renouvelables, il faut l'adapter. Quand on dit qu'on va faire un centre à Romilly, les gens disent en termes d'infrastructure, est-ce que c'est bien desservi? Non, dites-moi les questions qu'on puisse poser. Le plus difficile a été effectivement de trouver le financement, de boucler le financement. Donc on a démarré le projet, enfin on a pensé le projet en 2018 et on va rentrer dans nos murs donc en mars 2023. Donc vous voyez, ça a pris quand même un petit peu de temps. Vous vouliez viser les Jeux, la Coupe du Monde 2023 en fait, c'est ça Non, la Coupe du Monde de rugby, oui, c'est ça. Rugby, voilà. Tout à fait, parce que nous sommes également partenaires du 15 de France. Et donc, voilà, ça a été la partie la plus difficile. Après, on a fait travailler sur le chantier une majorité d'entreprises de Romilly. Donc, on a un vrai soutien des entreprises locales. Il y a les artisans qu'il faut. Il n'y a pas besoin de les faire venir. Exactement. Et on a favorisé, bien évidemment, en s'alignant sur les tarifs nationaux, on a favorisé les entreprises romillonnes. Et aujourd'hui, tous ceux qui font la charpente, qui font le gros des travaux, ce sont des entreprises romillonnes. Est-ce que vous pensez, moi je vous lance un défi, qu'il y a trop de sociétés françaises qui se disent je vais aller à l'étranger, on va fabriquer moins cher, et elles ne se rendent pas compte qu'il y a des ingrédients en France, que ce soit en termes de subventions, de partenaires, de collectivités prêtes à les aider, où on est revenu, le balancier, vous sentez qu'il revient un petit peu avec des sociétés qui disent je veux venir en France parce que finalement la qualité ou quoi. Oui, le balancier revient, mais voilà, c'est très systémique. Nous avons les pouvoirs publics qui se mobilisent quand même énormément sur les questions d'industrialisation. C'est le sujet qui fait consensus aujourd'hui. Tout bord politique, État, région, métropole, collectivité. Bonne nouvelle. La question qui reste prégnante, c'est la question de l'acceptabilité. Une fois qu'on a poussé l'injonction de la réindustrialisation, comment on accompagne les externalités négatives et comment est-ce qu'on accompagne la réduction de ces externalités, la réduction de ces externalités, qu'on démultiplie l'impact. L'injonction de la réindustrialisation est très liée, une fois de plus, à 4 entrants. Le foncier, et sur certains territoires, on est, comme je l'évoquais, on est sur des fonciers rares. La ressource, la matière première, qui aujourd'hui est en jeu, notamment avec la crise actuelle, mais pas que, c'était déjà le cas, ça commençait à être le cas avant. Les ressources humaines qui ont été largement évoquées, l'attractivité des métiers, il faut des hommes et des femmes pour faire, et les capitaux. Parce qu'on évoquait tout à l'heure, Madame l'évoquait à l'instant, les financements. Donc les pouvoirs publics se mobilisent et on n'a jamais été sur un alignement de planète, une fois de plus, aussi révélateur. Ouais. Bon, après, ça ne veut pas dire que c'est sans difficulté quand même. Mais j'allais y venir, et encore une fois, c'est pas du tout pour alourdir le climat, mais pour comprendre et pour que les autres personnes ne fassent pas les erreurs qu'on peut faire par expérience. Qu'est-ce qui a pu être problématique et peut-être vous ne vous y attendiez pas? Ce qui est problématique, c'est de muter les modèles économiques. Les modèles économiques sont aujourd'hui sur des systèmes de production linéaires, effectivement avec des productions à bas coût, souvent externalisées très loin. Donc c'est des projets de transformation dans les organisations. J'imagine que c'est ce que vous avez vécu en 2005, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure. Voilà, de repositionner les marques, les cibles et les modes de faire, aller chercher les ressources, une fois de plus, humaines. Je pense que c'est très important. Et bien évidemment, pour compléter la réponse à la question sur pourquoi on réindustrialise, la crise a révélé quand même que l'industrie, finalement, c'était peut-être un bien commun et renforcer nos capacités productives pour, une fois de plus, répondre aux besoins primaires et secondaires des habitants, c'était quand même quelque chose d'essentiel. On va pas revenir sur la crise des masques, mais voilà, ça a été quand même un révélateur important. Voilà. Est-ce qu'en un sens, la crise sanitaire, on peut faire un petit flashback, a eu un effet positif, ou alors il y avait cette prise de conscience des bienfaits de l'industrie, création d'emplois, création de revenus, ancrage local, ou quand même vous avez senti ce vent terrible du Covid doper un petit peu les projets, parce qu'il y a une volonté de faire sur place et ensemble plus de choses?
Je pense que ça adopte les projets, mais qu'une fois de plus, les pouvoirs publics se mobilisent fortement et que notamment les financements vont faire effet levier. Alors après, la question de la temporalité qui était évoquée aussi par Madame, c'est que nous, les pouvoirs publics, on n'est pas toujours dans le temps de l'action économique. Voilà, c'est un point de difficulté majeur, en tout cas moi qui m'attache à répondre aux besoins des industriels, petits, grands, etc. On a parfois du mal à répondre dans les temps et à être suffisamment réactif. Bon, après, voilà, je pense que les ingrédients sont là et on va accélérer. En tout cas, on essaye d'accélérer nos actions pour soutenir ce tissu-là. Je reviens. Il y a peut-être beaucoup d'acteurs financiers, mais des partenaires capables d'avoir une offre complète, d'être guichet unique. C'est ce qui vous a permis de débloquer pas mal de verrous dans vos projets réciproques. Je ne sais pas si vous voulez prendre la parole, Estelle Le Carme. Oui, clairement. Nous, on ne connaissait pas du tout ce milieu. C'est vraiment la Banque des Territoires qui nous a permis de nous orienter vers la région, vers le plan de relance et les bons interlocuteurs du plan de relance et qui nous a très efficacement et très rapidement, parce qu'une fois que c'était enclenché, on a essayé plusieurs voies avant de trouver effectivement le montage définitif, mais ça, je pense que c'est tout à fait normal. Et c'est vraiment par rapport à leur encadrement, leur conseil, qu'on a réussi à toucher les bonnes personnes et à ficeler le montage global. Voilà. D'où cette notion vraiment de catalyseur, quoi. De conseil et de catalyseur. C'est un échange, c'est-à-dire vous venez avec des idées ou alors il y a une délégation totale. Ça s'est fait de façon complètement, effectivement, collaborative et oui, tout à fait. Et c'est vrai de dire qu'il y a des aides, subventions, lorsque les projets valent la peine sont validés. Aujourd'hui, en dépit de crises et difficultés. Oui, bien sûr. Il faut avoir un projet qui soit vertueux. Il faut le projet vertueux au niveau, quelle que soit la dimension cherchée, mais il y a des aides qui existent effectivement. Ouais. Et là, finalement, c'est au nom du savoir-faire. C'est-à-dire, quand on vous écoute, qu'est-ce qui vous a guidé? Parce que c'est vrai qu'il a plein de dimensions, votre projet. C'est à la fois pour revitaliser la région et être fidèle à la tradition du savoir-faire dans le textile, parce que l'Aube est bien connue, effectivement. A été très, très, très bien connue. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais il y a eu... il y en a encore, hein. Non, mais Ventura Socks, par exemple, qui est celui qui fabrique nos chaussettes. Mais ça a été effectivement un bassin d'emploi très, très fort dans le textile qui a terriblement diminué. Et notre idée, d'où la création du CFA, d'où cette volonté de réindustrialiser pour faire localement ce que l'on peut faire bien, mieux et surtout avec moins de transport. Et je crois que la crise actuelle montre les limites de charger effectivement, d'envoyer les ordres de fabrication à l'autre bout du monde et d'attendre que les bateaux reviennent, etc. Je pense que là, on a atteint peut-être une certaine limite de ce système et ça nous a apporté une certaine clairvoyance aussi sur le schéma que l'on veut inventer pour demain. C'est vrai qu'on en a peu parlé, ça peut permettre à terme des économies. Est-ce qu'en termes de transport, tout ça est quantifié? On sait qu'en relocalisant un maximum de fonctions support dont vous parliez, dans l'Aube, vous allez pouvoir économiser du transport, de l'énergie, plein de choses. Là, c'est un petit peu tôt pour... Alors, c'est un petit peu tôt pour le dire. Pour l'instant, c'est plutôt le contraire, parce que... les choses. Et pour vous donner un exemple très, très concret, on réalise un tiers de notre chiffre d'affaires sur les chaussures. Et on a lancé des chaussures végétales que l'on fait en Europe, des chaussures françaises. Celles que je porte là, par exemple, ce sont des végétales européennes. Mais elles ont un prix de revient qui est de 30 à 40 € plus cher que celles qui seraient fabriquées en Asie. Et là, on a encore une certaine résistance au niveau de notre clientèle. On l'a dit, vous êtes une marque premium, on avait compris. Oui, mais pour justifier ce delta. Mais je suis persuadée que dans quelques années, ce sera une évidence et il faut un peu de temps. Eh bien, je ne sais pas, Catherine Domas, si vous voulez repartir avec une paire de tennis de sneakers Coq Sportif. Un mot de conclusion peut-être? Avec grand plaisir. Oui, non, mais pour revenir sur la question des coûts, en fait, il faut pouvoir informer le consommateur sur les externalités et les coûts indirects. En fait, si on compare bien évidemment les
coûts de production directs, cette analyse est défavorable à la réindustrialisation. Moi, je rêve qu'on ait un Yuka de la production qui nous indique les bilans carbone ou en tout cas les externalités pour qu'on puisse éclairer au mieux le consommateur dans son choix final et dans son investissement finalement dans un produit. Très bonne idée, une bonne appli. Voilà. Peut-être que la Banque des Territoires pourrait financer ce type d'appli. Merci beaucoup. Un mot de conclusion ou ça va Non, ça va. Ah, c'est quand même... Un petit mot juste de conclusion pour remercier la Banque des Territoires qui a été, sans qui ce projet n'aurait pas eu lieu, en tout cas pas dans ces conditions. Et puis plein de super projets à venir, dont le Yuka effectivement de... C'est une très bonne idée, à creuser. Voilà, on est avec Estelle Lecarme, je rappelle, elle est directrice administrative et financière au Coq Sportif. Et sur ce pas très sportif, elle accompagne ce magnifique projet financé avec la Banque des Territoires pour qu'à Romilly, il y ait à nouveau de la fabrication de textiles et plein d'autres choses encore. Catherine Domas, merci. Vous êtes chef de projet stratégie industrielle et chef de projet territoire d'innovation à la métropole de Lyon. Oui, on peut relocaliser, réindustrialiser en France. Il y a des banques, la Banque des Territoires et des personnes extrêmement compétentes et volontaires à la métropole de Lyon en tout cas et au Coq Sportif. Merci de nous avoir suivis. Merci mesdames.